Bonsoir ou bonjour, peu importe quand vous allez m'écouter. Ce message s'adresse principalement au peuple congolais qui m'écoutera et également à toute personne en quête de vérité historique et qui lutte contre la falsification historique. L'objectif de cette petite vidéo que je fais ce soir est pour lutter ou pour rétablir une vérité historique ou pour lutter contre la falsification de l'histoire du Congo-Zaïre qui est en train de se faire actuellement par l'élite rwandaise. Je voulais préciser l'élite rwandaise Tutsi, mais je veux prendre l'élite rwandaise dans sa globalité. Quelle est cette falsification historique dont je voudrais aujourd'hui mettre un terme? Mais avant de continuer, j'aimerais d'abord envoyer un avertissement à toutes les personnes mal intentionnées qui voudraient dévier ou transformer l'objectif de mon message et de le faire passer comme une sorte de haine tribale ou appel à la haine ethnique. Ce message n'est pas du tout une haine contre qui que ce soit, parce que c'est faux. Ce message a pour objectif de lutter contre la falsification qui est en train de se faire et de rétablir la vérité. Voilà. Qu'est-ce qui est en train d'être distillé malicieusement petit à petit dans le subconscient, dans la mémoire, dans l'inconscient de l'opinion internationale? Il y a des messages qui sont envoyés par l'élite intellectuelle rwandaise qui envoie ce message subliminal pour essayer d'intégrer dans la conscience et le subconscient de la communauté internationale que parmi les quelques 200 ethnies et tribus que compte l'histoire du Congo-Zaïre, que les Hutus et les Tutsis auraient toujours fait partie de ces 200 tribus et ethnies que compte le Congo, ce qui est absolument faux. Et pour preuve, et ce sont des faits historiques qui sont vérifiables, pour preuve, la première vague des Hutus et des Tutsis au Congo-Zaïre date du XVIIe siècle, bien avant la colonisation. Au XVIIe siècle, les premiers réfugiés rwandais, Hutus et Tutsis, vont fuir le Rwanda-Urundi pour venir trouver refuge au Congo-Zaïre, à l'est du Congo-Zaïre, vers le nord d'Uvira, près du lac Tanganyika, et enfin au sud et au nord Kivu, dans la région de l'est du Congo-Zaïre, vont venir trouver refuge là parce qu'ils étaient en train de fuir la famine et la sécheresse qui frappaient au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle le Rwanda-Urundi. Étant donné que le Rwanda ne possède pas beaucoup de terres arables, donc des terres agricoles fertiles, l'est du Congo est extrêmement riche en terres agricoles fertiles. Et la lutte pour les terres fertiles est une des causes des guerres et actuellement la première cause des guerres ethniques dans le monde, surtout en Afrique. Les guerres qu'on dit soi-disant être des guerres ethniques sont en fait des guerres pour des luttes, enfin des peuples, des ethnies, des groupes qui luttent pour avoir le contrôle des terres fertiles, des terres qui sont agricolement fertiles pour pouvoir se nourrir. Donc les premiers réfugiés rwandais seront des réfugiés économiques. Toujours au XVIIe siècle, l'autre type de réfugiés seront des réfugiés principalement cette fois-ci Hutus, qui vont fuir les représailles, les exactions du régime tyrannique, du régime de tyran, du Mwami, du roi rwandais, qui oppressait ces sujets et qui les traitait comme des esclaves. Ce sera le deuxième motif des réfugiés, principalement Hutus, qui fuiront justement le Rwanda-Urundi. Et la deuxième vague des immigrés rwandais au Congo-Zaïre va dater pendant la période coloniale, la période de colonisation de la Belgique au Rwanda, au Burundi et au Congo-Zaïre. D'après le projet IMB, le projet MIB des missionnaires belges au Congo, ce projet intitulé le MIB, donc la mission d'implantation des Banyarwanda, va débuter vers 1937
et aura pour objectif de faire venir des Rwandais comme des Tutsis du Rwanda vers l'est du Congo pour venir travailler dans les mines pour extraire toutes les ressources matières premières dont les Belges avaient besoin pour faire travailler les Rwandais. Ça, c'est la deuxième vague des réfugiés rwandais au Congo-Zaïre, en RDC actuellement. Et la troisième vague et dernière vague que je vais citer ici des réfugiés rwandais au Congo-Zaïre date de 1959 et 1963. D'abord en 1959, les Hutus vont lancer une opération de rébellion, de révolution contre la monarchie Tutsi qui est en place et vont réussir à renverser cette monarchie et instaurer un régime, la première république rwandaise. Et en 1962, l'année d'indépendance du Rwanda, c'est donc le régime Hutu qui va prendre le contrôle du pays de 62 à 1994. Mais l'autre vague dont je parlais en 1963 sera une vague de réfugiés Tutsis qui vont encore venir en masse. Donc la première vague importante des réfugiés date de 1959. Retenez bien la date de 1959 parce qu'elle sera importante bientôt. Et la deuxième vague importante des Tutsis encore, parce que ce sont les deux grandes vagues de migration dans l'est du Congo, et c'est principalement des Tutsis. Donc en 59, quand les Hutus vont prendre le contrôle du pays, juste avant l'indépendance, les Hutus vont déjà renverser la monarchie Tutsi en 59, et en 62, les Hutus montent au pouvoir, et en 63, les Tutsis vont lancer une sorte de rébellion, de révolte pour faire tomber le gouvernement de Kigali, mais ça va échouer. Donc en 59, les Tutsis fuient, se réfugier principalement au Congo-Zaïre, en Ouganda et au Burundi. Et en 63, une autre vague fuit encore le Rwanda pour venir s'implanter à l'est, pour trouver refuge à l'est du Congo-Zaïre. Et en 63, ce sera déjà près de 1 million de Rwandais qui seront présents au Congo-Zaïre et principalement des Tutsis. Ça, c'est la vague d'immigration dont je voulais vous faire parler. Donc, ces Rwandais s'installaient principalement sur les territoires Bashi, dans la ville d'Uvira, au nord du lac Tanganyika, et dans le village de Mulenge, dans le territoire de Fulero, donc le village Mulenge, dont la rivière porte également le nom de Mulenge, d'où la première communauté des Rwandais, des réfugiés rwandais venus du Rwanda au Burundi, qui vont se concentrer premièrement dans la ville de Mulenge. D'où les autochtones vont commencer à appeler ce petit groupe de Banyamulenge parce qu'ils vivaient en communauté restreinte et très fermée. Ils ne s'ouvraient pas aux peuples autochtones. Et pour les identifier, les autochtones vont les appeler, les nommer, les qualifier des Banyamulenge parce qu'ils étaient principalement concentrés dans cette région. Donc les Banyamulenge n'ont jamais existé en tant que tribu, ça n'existe pas. Cette ethnie de Banyamulenge, c'est les autochtones congolais qui identifiaient les réfugiés rwandais venus s'installer chez eux, des Banyamulenge, parce qu'ils restaient concentrés dans la ville de Mulenge et ils ne sortaient quasiment pas de cette ville-là. C'est comme ça qu'est né ce qualificatif pour distinguer l'étranger qui était sur leur sol. Ça, ce sont les trois vagues des réfugiés, trois vagues de périodes de réfugiés des Rwandais au Congo-Zaïre. Maintenant, là où le malaise a commencé, c'est vers 1960, quand les Rwandais, donc ces réfugiés rwandais, vont commencer à demander d'avoir plus de territoires pour faire leur agriculture. Plus de territoires, donc ils vont commencer à exiger, à réclamer que les Congolais, les autochtones, se déplacent pour leur laisser les terres du Kivu pour qu'eux puissent faire leur agriculture. Ce qui va commencer à agacer le peuple congolais, les autochtones du Congo-Zaïre.
parce qu'ils vont commencer à réclamer des terres et les autochtones vont prendre ces réclamations, ces demandes comme de l'abus d'hospitalité, comme si ces réfugiés abusaient de leur hospitalité. Donc en 64, les réfugiés rwandais de l'Est du Congo vont participer à une rébellion pour renverser le gouvernement de Kasavubu à Léopoldville. En 64, cette rébellion des Congolais mélangés avec des Rwandais, des réfugiés rwandais vont profiter de cette révolte, un peu de cette instabilité qu'il y avait au Congo pour tenter de renverser le gouvernement de Kasavubu et de prendre le contrôle de Léopoldville. D'autres avaient ambition de rentrer au Rwanda et de renverser le régime à Kigali, le régime Hutu de Kigali. Et la majorité voulait rester au Congo et renverser Kasavubu. Et cette rébellion de 64 sera menée par Pierre Mulele. Ça, c'est donc la première rébellion des réfugiés rwandais au Congo-Zaïre pour tenter de réclamer un certain droit sur les territoires de l'Est, tenter de réclamer plus d'espace vital, donc plus de terres pour vivre en RDC et d'espace vital, un territoire où eux-mêmes, auraient le contrôle de ces terres, seraient autonomes et auraient une indépendance sur ce territoire-là. Mais la tentative de 64 sera matée et arrêtée. Maintenant, le problème, les erreurs du peuple congolais, c'est quoi? La naïveté et la trop grande générosité du peuple congolais. D'abord, en 64, il y a la constitution congolaise de Lolabour qui sera dite en 1964. Cette constitution va établir clairement qui a droit à la nationalité congolaise et qui n'a pas droit à la nationalité congolaise. Et dans cette constitution, les Congolais, on était Congolais principalement, on était Congolais si un de nos descendants ascendants était membre ou aurait été membre d'une des tribus reconnues dans l'histoire du Congo, Zaïre, ou membre d'une des tribus avant 1908, d'une des tribus du Congo Zaïre avant 1908, et cette constitution de Lolabour disait également que faisait la distinction à partir de ce moment-là entre les Congolais et les non-Congolais. Mais en 72, avec Mobutu, Mobutu va venir en 72 et va accorder une largesse, point de vue nationalité, va accorder aux réfugiés rwandais qui étaient sur le sol congolais avant 1950 de pouvoir bénéficier de la nationalité zaïroise. Et il accordera ce droit de nationalité à ces réfugiés rwandais dans la loi qui sera promulguée en 1972 dans l'article 1er de la loi numéro 72002 du 5 janvier 1972. Mobutu va accorder le droit de la nationalité zaïroise à tous les réfugiés rwandais, ce sera bien spécifié à tous les réfugiés rwandais présents sur le sol congolais avant 1950. Mais le problème est que, je disais tout à l'heure, la majorité des réfugiés rwandais date de 59 et 63. Donc, beaucoup ont été exclus et n'avaient pas droit à la nationalité congolaise en 72. Mais ceux qui avaient droit ceux qui avaient droit, une petite part qui avait droit à la nationalité, on peut jouir de la nationalité congolaise à partir de 1972 grâce à Mobutu, grâce ou par erreur de Mobutu. Et la majorité était donc exclue par cette loi promulguée en 72, le 5 janvier 1972, dans la loi numéro 72-00, premier article. Et dans cette même loi-là, dans l'article 15, c'est là qu'on va accorder le droit de nationalité à tous les réfugiés qui sont sur le sol congolais à partir de 1950. Et donc, à partir de là, c'est là que certains Rwandais, majoritairement des Tutsis, vont pouvoir bénéficier de la nationalité, dont Barthélemy Bisengimani,
qu'on connaît dans l'histoire du Zaïre, Barthélemy Bisengimani, qui sera membre du cabinet de Mobutu de 1969 à 1977, il va profiter de sa position au gradé auprès de Mobutu pour placer à des postes clés ses frères Tutsis au Congo-Zaïre. Et c'est comme ça que les Tutsis, certains Tutsis vont faire fortune au Congo-Zaïre de Mobutu à l'époque. Mais Mobutu va avoir comme un réveil de conscience et comprendre la dangerosité des revendications de ceux que les autochtones ont qualifiés de Banyamulenge ou de ceux que les Belges ont qualifiés de Banyarwanda dans la mission MIB, le programme MIB de la colonisation, où on disait mission d'implantation des Banyarwanda. Donc, Mobutu, en 81, va commencer à comprendre un peu que les revendications territoriales de ces Banyamulenge, Banyarwanda devenaient et pourraient être très dangereux pour le futur du Congo. Et en 81, donc le 8 juin 81, Mobutu va promulguer une autre loi qui va abroger sa propre loi de 72, où il accordait la nationalité à tous les réfugiés rwandais avant 1950. Mobutu va abroger cette loi et va publier une autre loi. Et désormais, la nationalité congolaise est seulement accessible aux personnes, donc selon le principe du jus sanguinis, est seulement accessible aux personnes ayant le sang congolais. Donc, les Rwandais se sont sentis très menacés par cette loi. Et cette même année-là, donc le 8 juin, Mobutu promulgue cette loi qui annule la nationalité de tous les Rwandais avant 1950. Et le 20 juin de 1984, les Rwandais, les réfugiés rwandais du Congo-Zaïre vont écrire une lettre au secrétaire général des Nations Unies. Ils vont écrire une lettre au secrétaire général des Nations Unies en disant qu'ils se sentent menacés par la loi qui vient d'être promulguée par le président Mobutu en 1981 et qu'eux voulaient rester au Zaïre et voulaient conserver leur nationalité zaïroise parce qu'ils auraient adopté la patrie zaïroise. Et de plus, ils ont osé demander l'aide des Nations Unies et l'aide de l'Union africaine en 1981 afin que l'Union africaine et les Nations Unies les aident à activer un certain droit d'autodétermination qui allait leur permettre de demander l'indépendance de l'Est du Congo, du Kivu, pour qu'eux puissent, comment dire, faire une partition du Congo, donc détacher l'Est du Congo du Congo-Zaïre et eux avoir le contrôle, régner en tant qu'État indépendant du Kivu, contrôlé par les Banyamulenge, les Banyarwanda, majoritairement les Tutsis. Cette lettre envoyée au secrétaire des Nations Unies et à l'Union africaine va rester lettre morte parce que dans cette lettre, les Rwandais Tutsis vont argumenter que de toute façon, en 1895, leur Mwami, leur roi rwandais, un certain roi Mugiri, aurait conquis l'Est du Congo lors d'une campagne de conquête. Et donc, depuis 1895, eux ont le droit de posséder l'Est du Congo. Mais, après vérification des Nations Unies et de l'Union africaine, on apprendra que lors de cette campagne-là, cette tentative de campagne de conquête, le roi-là va mourir même. Et que cette tentative de conquête de l'Est du Congo sera un échec cuisant. Donc, il n'a jamais conquis l'Est du Congo. Donc, cet argument ne tenait même pas une minute. Donc, ils ne seront pas aidés, ils n'ont pas pu activer leur droit à l'autodétermination sur le sol congolais. Donc, les réfugiés rwandais voulant séparer le Kivu du Congo pour qu'eux puissent déclarer l'État indépendant du Congo ou annexer ça carrément au Rwanda. Enfin bref, donc c'était la deuxième tentative pour posséder le Kivu, l'Est du Congo. La première était en 64, en se mélangeant avec des Congolais comme Pierre Mulele. La deuxième, c'est
En 81, vient une tentative diplomatique de séduction des Nations Unies et de l'Union africaine. Et on est donc en 81, on évolue. En 86, Museveni va prendre le pouvoir en Ouganda. C'est là que le commencement, donc la réconfiguration de la région des Grands Lacs va complètement changer. Museveni va prendre le contrôle de l'Ouganda. Il avait d'abord préparé une rébellion. Et dans cette rébellion de 1986 qu'il préparait, il avait comme frère d'armes un certain Paul Kagame. Ensemble, ils vont conquérir l'Ouganda. Et quand Museveni va monter au pouvoir en Ouganda, Museveni va commencer à aider Paul Kagame qui voulait lui aussi reprendre le contrôle de Kigali, voulait renverser les Hutus et remettre les Tutsis au pouvoir. Donc Museveni va aider Paul Kagame à son tour à prendre le pouvoir au Rwanda. Ils vont débuter une rébellion au Rwanda en 91-92. Donc la guerre au Rwanda ne commence pas en 94 comme on essaie parfois de nous faire croire pour essayer de fausser l'histoire. La guerre au Rwanda commence déjà depuis 91, fin 91, début de 1992. La guerre commence au Rwanda. Les rebelles du FPR commencent à attaquer et à déstabiliser le Rwanda d'Abiyarimani déjà en 91-92. Et c'est comme ça, crescendo, que leur rébellion va prendre de l'ampleur. Il faut savoir que l'Ouganda et le Rwanda, à l'époque, étaient déjà aidés par l'administration américaine. Donc, ce facteur était déterminant pour la réussite de leur projet. Et avec l'aide de la superpuissance mondiale, ils ne pouvaient que réussir. Ils avaient toutes les technologies américaines, les armes américaines, le financement, les formations des Américains, des Rangers. Donc, ils ne pouvaient que réussir. Et ils vont réussir avec le déclenchement du génocide rwandais de 94 et ils prendront donc le pouvoir en 94. Maintenant, les Tutsis sont au pouvoir en 94. La majorité des réfugiés rwandais au Congo sont des Tutsis. Et ils avaient fui le Rwanda, principalement à cause du régime Hutu. 59, on a parlé, 63. Mais comme c'est les Tutsis qui reprennent le pouvoir en 94, la question qu'on se pose aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, pourquoi ces Tutsis ne rentrent pas glorieusement au Rwanda pour célébrer et vivre dans leur pays d'origine? En plus que soi-disant, le Rwanda serait une performance, un miracle économique et serait devenu la 7e merveille de l'Afrique par ses performances, par ses exploits et autres. Pourquoi rester à l'est du Congo où il y a instabilité, où il y a violence, où il y a des massacres, où il y a l'insécurité? Pourquoi tenir à rester dans un pays qui vous a accueilli, qui vous a donné l'asile, où vous êtes venu en exil? Pourquoi insister pour rester dans ce pays? Il faut comprendre qu'il y a d'autres facteurs qu'ils ne veulent pas dire. Ils ne veulent pas avouer que c'est pour les terres fertiles et les richesses que regorge l'Est du Congo que c'est pour ça qu'ils insistent à rester au Congo et qu'ils insistent à progresser crescendo, pas à pas, vers leur projet de finaliser la séparation, la partition du Congo et d'avoir l'État indépendant du Kivu ou même rattacher l'Est du Congo au Rwanda. Rappelez-vous les accords de l'Émirat avec le Kabila père et Paul Kagame. Rappelez-vous dans l'histoire, allez vérifier les accords qu'il y avait lors de la révolution de 64 entre les Rwandais Tutsis et les mouvements des rebelles de Pierre Moulélé. Vous verrez que ceux qui étaient qu'on dit qui faisaient partie des accords de l'Émirat entre Kabila et Paul Kagame, c'est les mêmes réclamations qu'on avait promis aux Rwandais en 64. Ils continuent à insister à avoir le contrôle total de l'Est du Congo et désormais depuis les accords de l'Émirat qu'on dit être secrets, mais on sait tous
que ce n'est plus secret, d'ailleurs avec le Congo, rien ne reste longtemps secret, ces accords stipulaient que l'Est, le Mzé, Laurent Désiré Kabila, quand il allait prendre le pouvoir, il allait faire en sorte de changer la loi du Congo qui protège par ses articles l'intégrité territoriale du pays. Il allait changer petit à petit la constitution afin de pouvoir activer légalement la cession de l'Est du Congo et l'offrir à son parrain, à celui qui l'a fait roi, Paul Kagame. Mais on sait tous ce qui se passa. Laurent Désiré Kabila ne va pas respecter le contrat qu'il a passé avec Paul Kagame ni avec l'Ouganda. D'ailleurs, il va se retourner contre ses parrains et vouloir s'en débarrasser, ce qui va lui coûter la mort. Bref, aujourd'hui, qu'est-ce que l'élite rwandaise essaye d'envoyer, de distiller, de propager dans les mémoires, la conscience et l'inconscient de la communauté internationale, de l'opinion internationale. Ils sont en train d'essayer, de continuer à essayer de faire croire au monde que l'histoire du Congo n'a jamais été ce que l'on croit, que l'histoire du Congo, en tout cas l'histoire du Congo au sujet de la composition des ethnies, des tribus au Congo, et comme eux le disent, et comme eux veulent le faire croire aujourd'hui, que les Hutus et les Tutsis font partie des quelques 200 tribus du Congo Zaïre et qu'ils ont toujours été membres des quelques 200 tribus et ethnies que compte le Congo Zaïre. Ce qui est faux. Et d'ailleurs, ils argumentent en disant qu'il existerait à l'est du Congo des Hutus Nande et des Tutsis Ema, et donc que ces deux tribus ethnies-là sont des autochtones. Et qu'aujourd'hui, eux se plaignent, commencent à se plaindre, donc victimisation programmée et intellectuelle machiavélique, ils sont en train de se plaindre petit à petit pour que dans quelques années, dans quelques mois, voire même dans quelques années, ils puissent réclamer l'indépendance du Kivu et le contrôle du Kivu pour eux les Tutsis, donc séparer le Kivu du Congo, parce que voulant activer cette autodétermination qu'ils n'ont pas pu activer en 81, vont vouloir essayer de le réactiver en faisant croire que non, ils ont légalement, comme les autres peuples du monde ont pu activer, comme le Kosovo a pu activer l'autodétermination et d'autres peuples du monde, et que eux aussi peuvent arriver à ce complot contre le Congo et arracher l'est du Congo au Congo, en commençant à faire croire que non, il y a les Hutus Nande et les Tutsis Ema qui existent et que si bientôt ces peuples se révoltent contre Kinshasa, ils pourraient demander la séparation du pays et avoir le contrôle de leur territoire, c'est qu'eux considèrent comme leur territoire parce que, évidemment, avec les massacres des Congolais qui ont été perpétrés par le Rwanda, et on sait tous qu'en 1994, les Banyamulenge, donc tous les Banyarwanda, au lieu de rentrer au Rwanda, ils vont préférer prendre les armes avec Paul Kagame, créer l'AFD, les mouvements de rébellion qu'on connaît, aidés par les États-Unis, l'Ouganda, le Burundi, vont déclencher la première guerre du Congo en 1996 et eux avaient seulement comme objectif de prendre l'Est du Congo en 1996. C'est comme la victoire du Congo et le renversement du Zaïre était tellement facile, c'est comme ça qu'ils vont accéder jusqu'aujourd'hui au contrôle total du Congo Zaïre. Parce qu'initialement, ils avaient objectif que de renverser Mobutu et de prendre l'Est et de laisser les Congolais se débrouiller. Mais comme ils ont vu que la victoire, la chute de Mobutu était si facile et que le Congolais, au départ, les accueillait avec beaucoup de joie et que le Congolais, ils ont découvert qu'il y avait plus à gagner à prendre le contrôle de Kinshasa et de l'Est que de garder que l'Est et qu'ils avaient plus à gagner à contrôler Kinshasa pour pouvoir conserver le contrôle de l'Est qu'ils ont actuellement. C'est comme ça qu'ils ont pu prendre le contrôle de 96 à 97, fin de la première guerre, prendre le contrôle du Congo Zaïre qui deviendra la RDC que nous avons actuellement. C'est comme ça que la présence des Rwandais et la présence des Rwandais que je viens de retracer
que je viens de résumer dans l'histoire a été faite comme ça. Donc faisons attention, peuple congolais. C'est pas de l'appel à la haine contre quelconque ethnie du Rwanda qui se nommerait Hutu ou Tutsi, qui se trouve au Congo. Pas du tout. Ceci a pour objectif de rectifier l'histoire et de bloquer et d'empêcher toute tentative de falsification de l'histoire. Le Congo-Zaïre n'a jamais compté dans son histoire de tribu ni d'ethnie se nommant Hutu ou Tutsi. Il y a eu des vagues de réfugiés du Soudan, du Burundi, de l'Ouganda, du Rwanda, dans la région des Grands Lacs, mais jamais nous avons eu parmi nos tribus et ethnies un groupe, une tribu s'appelant Hutu ou Tutsi. Jamais, ça n'existe pas. Faisons attention, leur projet est clair, ils sont en train de progresser, d'avancer avec intelligence. Prenez cette vidéo, enseignez à vos familles, propagez cette vidéo, partagez ces vidéos. Les Congolais doivent être réveillés, connaître leur histoire. Le monde doit comprendre que le peuple congolais n'est plus aussi naïf. Le peuple congolais connaît l'histoire et le peuple congolais n'est pas dupe. Si la communauté internationale pense que le peuple congolais est dupe parce qu'aujourd'hui ils ont armé lourdement le Rwanda contre nous, mais intellectuellement devant l'histoire, le peuple congolais n'est pas dupe. Nous savons ce qui se trame. Nous savons que la force des Rwandais réside dans les alliances et soutiens qu'ils ont auprès des grandes puissances occidentales et principalement anglo-saxonnes. Et nous savons que la faiblesse du Congo actuellement est le fait que nous sommes actuellement distraits et divisés, et par manque de concentration, on n'arrive pas nous ne parvenons pas pour l'instant à nous organiser et à nous discipliner pour reprendre et pour redonner de la grandeur à notre Congo-Zaïre. Mais ce moment viendra et j'ai foi et j'ai espoir que ce moment arrive bientôt et très bientôt. Voilà, je vous remercie.